Monsieur Laurent Fabius et Michel Saban, la présidente du R20. Ici, à Paris, c'est grâce à ces trois personnalités que nous sommes réunis ici, à Paris. Voilà. Monsieur le gouverneur, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs, chers amis, lorsque, à la conférence de Varsovie, la COP19, la France a été désignée pour accueillir en 2015 la COP21, au passage, je souligne que cette désignation était facilitée par le fait que nous étions les seuls candidats. J'étais présent à Varsovie et, comme il est de tradition dans ces cas-là, à l'issue de cette désignation, beaucoup de délégués sont venus pour me dire un mot. Il y avait trois catégories. Les premiers, peut-être les plus chaleureux, mais les moins expérimentés, ont dit « Félicitations, c'est formidable ». Les seconds ont dit « Ça ne va pas être facile ». Et les troisièmes, c'était les plus diplomates, ont dit « Good luck ». Ça résume tout. Le gouverneur Schwarzenegger vient d'expliquer avec éloquence les raisons pour lesquelles il ne faut pas attendre décembre 2015 et la COP 21 à Paris pour se mettre en mouvement. Le succès de Paris en 2015 se construit maintenant. Je serai prudent dans mes propos parce que, pour le moment, nous ne sommes pas en charge. Et, de toutes les façons, ceux qui accueillent et président la conférence ne sont qu'un des éléments du succès. Aujourd'hui, sont en charge, pour le mois de décembre qui vient, nos amis péruviens. Mais d'une certaine manière, vous êtes toutes et tous en charge. Ce n'est pas simplement l'affaire des gouvernements, même si, à Paris, il faudra à la fin de la conférence que les gens lèvent le doigt pour dire oui. Mais tout le monde est en charge. L'objectif, c'est quoi? La COP 21 à Paris. Idéalement, mais il faut être idéaliste pour arriver à faire avancer les choses, nous visons un accord qui comporterait 4 piliers. Le premier pilier, celui dont on parle le plus, indispensable mais très difficile, c'est d'arriver à avoir, comme disent les spécialistes, un accord normatif qui soit universel, c'est-à-dire qui couvre tous les pays, mais qui soit différencié, puisque les pays ne sont pas tous dans la même situation, et qui nous permette de ne pas dépasser l'augmentation des 2 degrés, même si ce sera, tout le monde le sait, extrêmement difficile. Car, je n'ai pas besoin de revenir sur les évaluations scientifiques, si nous n'agissons pas très vite et très fort, ce n'est pas du tout 2 degrés, c'est 4 degrés, 5 degrés, 6 degrés. Et dès lors, ce n'est pas simplement, et d'ailleurs ce n'est pas scientifiquement exact, un réchauffement du climat, car dans certaines parties du monde, ce réchauffement serait en réalité un refroidissement. Ce n'est même pas un changement, car le terme de changement peut être perçu comme positif, c'est un dérèglement climatique. Climate disruption, c'est de cela qu'il s'agit. Et il n'y a pas besoin d'attendre l'année 2050 ou 2100. Aujourd'hui même, tous les pays, les citoyens de tous les pays peuvent se rendre compte des premiers effets de ce dérèglement. On ne va pas confondre ici, dans cette assemblée de spécialistes, la météorologie et la climatologie. La météo, c'est le temps qu'il fait à un jour précis, à un endroit précis. Mais la climatologie, elle nous montre, dès aujourd'hui, que les sécheresses sont beaucoup plus graves, que les typhons sont beaucoup plus étendus, que les pluies sont beaucoup plus fortes, que les océans, leur niveau monte, que les océans sont acidifiés, que les famines, que ceci, que cela.
Et donc, ce n'est pas, encore une fois, et c'est un leitmotiv pour demain ou pour après-demain, c'est pour aujourd'hui. L'objectif que nous poursuivons, c'est 4 choses. Premièrement, je le disais, un accord universel et différencié. Compliqué, indispensable. Deuxièmement, à Varsovie, tous les pays se sont engagés, si possible avant la fin du printemps de l'année prochaine, à déposer leurs engagements pour les années qui viennent, 2020, 2030, 2050, pour dire noir sur blanc ce que sont leurs propositions, leurs prévisions pour ce qui concerne eux-mêmes. Le troisième élément, c'est tout ce qui concerne le financement et la technologie. C'est capital. C'est capital d'un point de vue économique parce que si l'on veut changer les choses, aller vers un nouveau modèle de développement, il faut que les financements accompagnent cela. Et c'est capital aussi pour une raison politique, c'est que nous n'arriverons pas à faire évoluer un certain nombre de pays si nous ne sommes pas capables de leur proposer des financements. Et puis la technologie, le gouverneur en a parlé fort bien, c'est aussi capital parce que si l'on veut que les voitures évoluent, si l'on veut que les méthodes de chauffage évoluent, si l'on veut que la construction évolue, tout cela demande des technologies qui sont déjà à disposition et qui vont être de moins en moins chères. Donc le troisième élément, au-delà de l'accord universel, au-delà des engagements des pays, ce sera des avancées en matière de financement et en matière de technologie. Et puis le quatrième élément, c'est tout ce que vont proposer de faire, tout ce que vont s'engager à faire les régions, les villes et les secteurs économiques. Et c'est l'ensemble de tout cela qui, si nous travaillons bien d'ici là, permettra d'avoir un succès de l'Alliance de Paris pour le climat. Alors les étapes. Il y a un certain nombre de grandes étapes d'ici décembre 2015, mais les étapes, c'est tous les jours et la vie quotidienne de chacun. Les grandes étapes. Il y a eu le sommet de New York, j'en dirai un mot dans un instant, qui a été réussi et utile. Il y a en ce moment même des réunions préparatoires à Lima. Il y a dans quelques jours, et ce sera intéressant, et je vois là Connie qui est présente et qui connaît cela admirablement, le sommet européen qui va devoir décider si oui ou non l'Europe arrive à se mettre d'accord, et il est essentiel que l'Europe se mette d'accord, car si l'Europe veut peser auprès des autres États du monde et dire, voyez, c'est possible puisque je l'ai fait, il faut qu'elle-même décide. Nous n'en sommes pas là, ce n'est pas facile, car tel ou tel pays, pour telle ou telle raison, apparaît réticent. Il est essentiel qu'il y ait un accord, et un accord ambitieux, au mois d'octobre, fin octobre, au niveau européen. Ensuite, nous avons un certain nombre de rendez-vous financiers pour ce qu'on appelle la contribution au fonds vert, et puis nous arrivons à Lima, à la fin de cette année. Très important, nos amis péruviens devront réussir à mettre d'accord les pays présents pour une ébauche de ce que sera cet accord universel de l'an prochain à Paris. Entre-temps, toute une série d'événements seront intervenus, et notamment la publication, au début du mois de novembre, d'un nouveau rapport du GIEC qui devrait nous éclairer sur un certain nombre de sujets non encore couverts. Voilà le chemin qui va nous amener à Lima, en passant par l'Australie et le G20, et ensuite, à travers d'autres étapes, vers Paris. Je disais New York, il y a de cela 2 semaines, 3 semaines, à l'initiative de Ban Ki-moon, qui fait un travail formidable, et je salue Mary Robinson, qui est son envoyé spécial et qui travaille à ses côtés. Nous avons eu 2-3 jours extrêmement fructueux à New York. D'abord, ça a commencé par une grande manifestation dans les rues de New York. J'y étais, et je dois dire que j'étais extrêmement heureux de participer à une manifestation parce que quand on appartient, comme c'est mon cas, à un gouvernement, c'est assez difficile de manifester, car en général, les manifestations sont tournées contre les gouvernements, et si vous faites partie d'un gouvernement, c'est difficile de se dissocier soi-même. Mais là, ce n'était pas du tout une manifestation contre, c'était une manifestation pour. Très chaleureuse. Ici, en France, nous sommes habitués, je ne sais pas si Arnold Schwarzenegger le sait, à des manifestations assez nombreuses. Mais à New York, c'est plus rare et il y a moins de monde. Et là, il y avait quand même 300 000, 400 000 personnes
qui avait les yeux tournés vers nous. Enfin, quand je dis nous, il y avait Leonardo DiCaprio, qui n'était pas très loin, et qui concentrait une grande partie de l'attention, Ban Ki-moon et quelques autres, mais c'était significatif. Il y a eu d'autres éléments significatifs. Le fait que le lendemain sont montés à la tribune une centaine, 120 je crois, chefs d'État et de gouvernement, qui ont expliqué, en des termes parfois, à mon sens, pas suffisamment précis en ce qui concerne leurs engagements, mais déjà la tonalité générale était positive, qu'il fallait aller vers cet accord, que c'était indispensable et que Paris devait être un succès. Et puis, il y a eu l'engagement précis d'un certain nombre de villes et de compagnies, de sociétés. Et là, j'ai vu un changement. Personne n'est monté à la tribune en disant « scientifiquement, c'est douteux ». Tout le monde partait de l'idée que c'était nécessaire. C'est un changement très important. Le climato-scepticisme existe encore, mais dans certains milieux seulement. Simplement, il a fait place parfois à un climato-fatalisme. Beaucoup se disent, oui, bien sûr, le phénomène existe, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est trop ambitieux pour nous. Non, ce n'est pas trop ambitieux. Donc New York a été positif, même si j'ai regretté que les financements annoncés ne soient pas tous au rendez-vous. Nous ne sommes pas là pour avoir un débat technique à ce stade de la journée. Mais vous savez qu'il faut contribuer à ce qu'on appelle le fonds vert à hauteur de, avant la fin de l'année, 10 milliards ou 15 milliards de dollars. Pour l'instant, il y a 2 milliards 300 millions dans la caisse. 1 milliard apporté par nos amis allemands, 1 milliard apporté par les Français et 300 millions par quelques autres. Faites la différence, il y a quelques pays, beaucoup de pays, qui doivent encore contribuer. Mais New York était positif. Alors les régions. Je pense que les régions ont un rôle absolument essentiel. D'abord parce que c'est dans les régions que les phénomènes de dérèglement climatique se constatent. Les citoyens habitent dans les régions et dans les villes. Et c'est donc à ce niveau-là que la prise de conscience existe. Les régions ont un rôle essentiel parce qu'elles ont commencé, et le gouverneur Schwarzenegger nous l'a montré de façon magistrale en ce qui concerne la Californie, à agir concrètement. L'un des risques que nous avons face à cette nécessité d'agir, c'est qu'on nous dise, oui, mais où sont les solutions? Les solutions sont sur le terrain, concrètement, dans les régions et dans les cités. Et en plus, les régions ont évidemment un rôle majeur à jouer, car elles-mêmes ont des décisions à prendre pour anticiper et pour s'adapter. Ce qui a été fait en Californie, ce qui peut être fait dans certaines régions d'Afrique, ce qui est fait en Chine par toute une série de régions, ce qui est fait même dans des pays où les gouvernements sont réticents, je pense au Canada, je pense à l'Australie, c'est là où l'effort doit être porté, non pas demain ou après-demain, mais aujourd'hui, quand déjà il n'a pas été fait hier. C'est pourquoi l'appel qui est lancé aujourd'hui et le travail qui va être fait d'ici Paris est absolument central. Et ce n'est pas aux autres de le faire, c'est à vous toutes et à vous tous de le faire. Je terminerai en disant ceci et en faisant appel à deux personnalités. Le gouverneur Schwarzenegger, on le connaît, et il l'a dit lui-même, comme Terminator. Mais il est assez rare qu'un Terminator puisse être en même temps un initiateur et un visionnateur. Et donc, cher gouverneur, je veux vous rendre hommage pour cela. Et il me fait penser d'ailleurs à une formule que j'applique à ma propre vie, et peut-être qu'il a appliquée à la sienne, qui est une jolie formule d'un sage chinois qui dit, je ne sais pas comment on peut traduire ça en anglais, chaque homme a deux vies et la deuxième commence quand il s'aperçoit qu'il n'en a qu'une. Et je pense que cette formule est un peu plus profonde que ce qui peut paraître. Et puis un mot de Ban Ki-moon. J'ai dit à Ban Ki-moon, monsieur le secrétaire général, j'aime la formule que vous utilisez, est-ce que je peux la reprendre à condition que les royalties ne soient pas trop importantes. Et il m'a dit, monsieur Fabius, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de plan B.
parce qu'il n'y a pas de planète B. Et je pense que tout est résumé par cela. L'autre jour, je discutais avec une des personnes qui apparaît un peu réticente par rapport à l'accord européen. Et cette personne me disait « Mais enfin, vous nous demandez des efforts considérables, mais ils seront balayés s'il y a une éruption volcanique. » Et j'ai dit à cette personne, d'une part, je ne savais pas qu'il y avait des volcans dans votre pays, et d'autre part, chacun doit faire ce qui lui revient. Le dernier mot est celui-ci. Nous sommes, quels que soient nos âges, dans une situation très particulière. Nous sommes la première génération à prendre conscience de ce phénomène et nous sommes en même temps la dernière génération à pouvoir agir. Et cette situation particulière nous donne à tous des responsabilités exceptionnelles. La France fera le maximum pour que la conférence de Paris en 2015 soit un succès. Et si elle est un succès, ce sera d'abord grâce aux régions. Merci.